plaisir de vous retrouver sur Club Média 7, votre émission qui a pour ambition d'analyser avec des éditorialistes de presse, des professionnels des médias, les événements de la semaine. Depuis lundi jusqu'à ce jour, des événements se sont déroulés et nous avons reçu donc les journaux ici à l'ERTB pour donc pouvoir décortiquer ces événements, et nous avons consacré notre attention à trois sujets, principalement la fermeture de la frontière du Bénin avec le Nigeria. Le gouvernement a entrepris une tournée à l'intérieur du territoire national auprès des producteurs notamment de tomates et puis d'ananas pour savoir quoi faire et contrer les conséquences de cette fermeture de frontières. Nous allons également parler de l'effectivité de la rentrée scolaire 2019-2020 et des mesures d'accompagnement qui ont été prises par le gouvernement. Nous allons parler notamment de ces sanctions qui ont été infligées aux directeurs d'écoles défaillantes, ces écoles défaillantes qui n'ont pas pu avoir de candidats qui aient pu obtenir le BPC, le CP ou le baccalauréat, ou en tout cas 0% à ces examens. Ces directeurs ont été déchus de leurs fonctions. Nous allons également parler de l'attribution du récépissé provisoire au parti FCBE Force Corée pour un Bénin émergent. Cet événement est arrivé vendredi soir. C'est vrai que les quotidiens n'en ont pas parlé, mais il aurait été assez peu pertinent de passer cette émission et de faire un silence là-dessus. Nous allons en dire un mot, mais juste un mot, à la fin de l'émission avec mes invités. Et qui sont mes invités? Il s'agit de Euloge Gandaro, c'est un grand habitué de ce plateau. Il est directeur de publication du quotidien Le Grand Matin. Euloge Gandaro, bonsoir. Bonsoir, chers amis, chers confrères. Je suis William Gadidi. Merci beaucoup. Et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci à vous donc d'accepter de nous accompagner encore une fois. Je reconnais, nous l'avons pris au pied levé. Aujourd'hui, vous n'avez pas hésité donc à répondre présent à notre invitation. Merci encore une fois pour cette diligence que vous faites chaque fois que nous vous invitons. En face de vous, un nouvel habitué, je dirais, puisque lui, ce n'est que la deuxième fois que nous le recevons sur ce plateau. Il était déjà là la semaine dernière. Son nom, c'est Gabin Goubi. Gabin, bonsoir. Bonsoir James William Bagidi, bonsoir aux téléspectateurs. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes journaliste au quotidien Les Pharaons. Pour commencer cette émission, nous avons coutume d'écouter la revue de presse. Elle est signée cette semaine, Rebecca Kendiahoune. Amis de la revue de presse, bonjour. Politique avec la fermeture des frontières nigérianes pour planter le décor. 28 jours après, Fraternité, dans sa parution du mardi 17 septembre, fait le point de la situation et signale que la galère s'intensifie. Les opérateurs économiques seraient au bord de l'asphyxie, selon Fraternité. Le quotidien fait remarquer aussi que le verrouillage des frontières a affecté les échanges commerciaux entre les deux pays et que le Bénin en paye les conséquences, à tel point que le Parlement de la CEDEAO s'invite dans le débat. La nation estime que c'est une voix importante qui vient ainsi de se faire entendre. Le journal rapporte que le président de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégalais Moustapha Cissé Lo, a exhorté les autorités du Nigeria à rouvrir les frontières fermées à leurs voisins, dont le Bénin. Moustapha Cissé Lo croit savoir que cette fermeture viole le protocole d'accord relatif à la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. L'événement précis confirme l'information et titre: le Parlement de la CEDEAO appelle le Nigeria à rouvrir ses frontières. La presse du jour se veut plus péremptoire et écrit que le Parlement de la CEDEAO sonne la fin de la fermeture des frontières. En attendant, le gouvernement béninois, à travers le ministère de l'Agriculture, a rencontré les producteurs de tomates pour trouver des solutions leur permettant d'écouler leurs produits. Le quotidien du service public parle de l'assurance du gouvernement aux maraîchers de Grand Popo. La priorité trouve que le gouvernement apaise
les producteurs de tomates. Toujours parlant de la fermeture des frontières nigérianes, le journal du service public La Nation, dans sa parution du jeudi, parle des non-dits de la fermeture de ces frontières. Dans un article publié à la page 9 du journal, il évoque les raisons qui sous-tendent cette fermeture. Il a aussi présenté les impacts sur le pays et conclut qu'en réalité, le Nigeria n'a aucun intérêt à faire durer cette mesure. Le quotidien Dynamisme Info s'invite dans le débat et estime que la négociation reste la meilleure porte de sortie. Fraternité, quant à lui, propose la liste des produits interdits de réexportation vers le Nigeria et titre « Le 2 poids 2 mesures de Buhari ». La Libération laisse ce sujet à ses confrères et s'intéresse plutôt à la pose de la première pierre du pipeline et trouve que le Bénin sera bientôt un hub d'exploitation du pétrole brut. Toujours au chapitre politique, parlons de la réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'espace communautaire avec le matinal. Sommet des chefs d'État de la CEDEAO, le Progrès titre « Patrice Talon et ses pairs mutualisent les efforts contre le terrorisme ». Économie. Le Bénin, au second trimestre de cette année, fait une performance de plus de 7,2% selon la BECEAO et l'Association professionnelle des banques et établissements financiers, APBEF. Et c'est les quotidiens La Nation et la presse du jour qui donnent l'information. Pendant ce temps, le projet asphaltage avance. La Nation trouve que c'est une modernisation à grande enjambée. Éducation à présent. L'hebdomadaire Éduc-Action confirme le démarrage effectif de la rentrée scolaire, mais parle aussi de la pénurie d'enseignants. Pour ce journal, cette pénurie handicape la reprise des cours dans plusieurs écoles. Éduc-Action rapporte également que, par endroits, l'administration scolaire est débordée dans le primaire. Année scolaire 2019-2020, c'est parti pour 9 mois. Titre Fraternité. Tout est fin prêt pour cette rentrée, ajoute le Progrès. Écoliers et élèves retrouvent le chemin des classes dès ce lundi, écrit l'événement précis. Mieux, la Nation annonce l'ouverture immédiate des cantines scolaires. Ceci sur instruction du chef de l'État, précise la Nation. Les journaux reviennent également sur les résultats de l'évaluation diagnostique des enseignants à CE 2008 et rapportent un taux de réussite de plus de 50%. Fraternité signale que la liste des mutations des enseignants est connue, de même que celle des comptables et intendants. Celle des directeurs mutés, récalés ou déchargés est aussi connue. Ils sont au moins 87 chefs d'établissement et autres limogés. Pour finir, parlons de la table ronde autour de l'éclairage public dans les communes. Elle est prévue pour le 24 octobre prochain, nous apprend le quotidien du service public La Nation. En prélude à cette rencontre, les travaux préparatoires ont réuni les acteurs concernés le jeudi dernier à Cotonou. Ce sera tout. Rebecca Kendiaroune à la présentation. Merci à vous, Rebecca Kendiaroune. Nous avons donc noté que les quotidiens sont revenus très largement sur la fermeture de la frontière entre le Bénin et le Nigeria et nous en parlons encore une fois sur ce plateau pour évoquer les conséquences et les mesures qui ont été prises au profit des producteurs notamment. Déjà, Gabin Goubiyi, comment avez-vous perçu, vous, cette démarche du gouvernement qui a consisté à aller dans les champs, à aller vers les producteurs maraîchers et vers les producteurs d'ananas pour s'enquérir de l'impact de la fermeture de la frontière sur les activités? Ah oui, c'est une démarche normale que moi je salue d'emblée parce que il était temps que le gouvernement aille s'enquérir un peu de la situation des producteurs, parce que c'est la population, c'est eux qui subissent les effets de cette fermeture-là. Ça fait un peu plus d'un mois que ça dure et c'est normal que ces producteurs-là s'inquiètent puisqu'ils ont eu à planter des choses. Le Nigeria était un grand circuit d'écoulement de leurs produits, que ce soit maraîchers, produits d'élevage, tout et tout. Donc, étant des citoyens du pays subissant les effets collatéraux de cette fermeture-là, le gouvernement était dans son devoir en allant vers eux, étant entendu qu'ils sont des citoyens du pays, pour un peu partager leur peine de voir cette fermeture-là durer, prendre du temps. Et c'est une très bonne démarche que moi je salue
Et il faut qu'on aille loin pour rechercher. Il paraît que c'est les conclusions auxquelles ils ont abouti, rechercher les moyens pour essayer d'atténuer un peu les effets, les impacts de cette fermeture-là et trouver, pourquoi pas, d'autres marchés pour leur permettre d'écouler les produits qui sont restés stockés là depuis que la fermeture est intervenue. Justement, on va parler des mesures, mais d'avant, quand les ministres sont allés dans les champs, ils ont découvert des quantités importantes de tomates qui sont en train de pourrir sur les plants. Quel sentiment avez-vous eu? Est-ce que c'est un sentiment d'injustice ou bien un sentiment de déception parce qu'on n'aurait pas dû en arriver là? Oui, justement, James William Gbagidi, on n'aurait pas dû arriver là. Parce que, vous voyez, ce dont nous parlons maintenant, c'est une situation catastrophique. Et ça a des impacts négatifs. Ce n'est pas seulement les producteurs et les commerçants béninois, n'est-ce pas, qui endurent cette peine-là. Et ce n'est pas seulement sur eux que cette fermeture des frontières a des effets. Ça a également des effets de l'autre côté sur les Nigérians, les commerçants nigérians et autres. Voyez-vous, donc en principe, on n'aurait pas dû arriver là. C'est-à-dire on pouvait trouver d'autres moyens, si tant est que, comme l'a dit le président nigérien, Muhammadu Buhari, si c'est seulement la préoccupation de la contrebande, le souci de mettre fin à la contrebande, on pouvait quand même rechercher d'autres solutions. Moi, cette mesure me paraît un peu brutale et précipitée. Surtout qu'on nous a annoncé au départ que c'était pour des exercices militaires. Militaires, voyez-vous, et puis progressivement, on vient nous dire que c'est pour trouver des solutions à la contrebande. Et ça vient de manière brutale et précipitée. Voyez-vous, je dis souvent que ceux qui nous gouvernent, les gouvernants africains, c'est vrai qu'ils ont le pouvoir en main, mais ils doivent se dire qu'ils ont été élus par un peuple. Ceux qui vous ont élus, vous devez être à leur écoute. Et il y a certaines mesures, certaines décisions pour les prendre, ça nécessite des réflexions. Il faut prendre du temps pour réfléchir et se demander les implications, les impacts que cela pourrait avoir. Mais si on le fait sur un coup de tête, parfois ça se retourne contre vous. Mais ce qu'il faut noter également, c'est que le Nigeria estime que la contrebande, notamment de riz, a un impact négatif sur la production de riz au plan national. Et au bout d'un mois, les chiffres semblent montrer qu'avec le tarissement des entrées de riz de contrebande, le riz nigérien commence à avoir la cote. Ça veut dire que peut-être que la mesure était bonne. Non, écoutez, ça c'est normal. Personne n'est contre ça. Chaque pays doit quand même, réfléchir et chercher des voies et moyens pour permettre à son économie de s'accroître. Si par ailleurs, l'exportation de riz des autres pays ou l'importation, ça crée des problèmes économiques au Nigeria, c'est de bon ton. Et les produits ont été cités. Il n'y a pas seulement le riz. Il y a le blé, il y a le sorgho, il y a les huiles végétales et bien d'autres produits. Nous sommes d'accord. Mais c'est la méthode par laquelle le Nigeria agit, c'est ça qui pose le problème. Voyez-vous la réaction, parce que ça crée, vous parlez tout à l'heure de ce qu'on a constaté dans les champs. Partout, c'est la mévente. C'est la mévente, c'est les avaries, c'est de lourdes pertes que subissent les producteurs. Et voyez quelles conséquences ça a au niveau des commerçants, des activités des commerçants nigériens. Donc il aurait fallu que le président nigérien mette un peu de l'eau dans son vin, n'est-ce pas? Et comme l'a dit, et comme l'a souhaité, ou comme plaidait le président du Parlement de la CEDEAO, la solution n'est pas la fermeture des frontières, mais il faudrait trouver un accord pour lutter contre la contrebande. Mener une lutte coordonnée pour pouvoir régler de façon permanente cette situation-là que de vouloir fermer les frontières. Oui, avant de parler de la réaction du président du Parlement de la CEDEAO, revenons encore dans les champs avec les ministres Dossoui et Assouma qui ont donc pris le soin d'aller vers les producteurs, notamment les producteurs de tomates. L'une des solutions proposées par les producteurs de tomates, c'est qu'on devrait pouvoir transformer sur place la tomate béninoise. Est-ce que nous n'avons pas manqué de proactivité en n'ayant pas vraiment les moyens aujourd'hui de transformer la production béninoise de tomates? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de réfléchir autrement. Après la fermeture des frontières par le Nigeria,
On aurait dû effectivement prendre ces mesures-là en amont. On aurait dû réfléchir autrement. Parce qu'aujourd'hui, on a senti qu'on est bloqué. On est bloqué sur beaucoup de plans, sans les effets. Il a fallu que le Nigeria prenne ces mesures-là. C'est vrai que de leur côté aussi, ils ont d'énormes difficultés. Et beaucoup de commerçants, les informations nous sont parvenues, faisant état de ce que beaucoup de commerçants souhaiteraient également que ces frontières-là soient réouvertes pour qu'ils accueillent les clients qui viennent du Bénin. Donc, je trouve que nous devons réfléchir. Même si les frontières étaient réouvertes aujourd'hui, nous devrons penser à comment faire pour transformer ces gens, à part la tomate, d'autres produits sur place pour que nos populations aussi quand même parviennent à bénéficier, à profiter de cela. Mais si on doit attendre tout du Nigeria, c'est-à-dire si on doit tout exporter vers le Nigeria, ça ne nous amène pas à réfléchir. C'est vrai qu'on n'a pas prévu cette fermeture qui... Et comme le doyen Kanaro l'a dit, paraît brusque et précipité. Je trouve que ça va être l'occasion pour nos gouvernants de prendre des mesures, de trouver des techniciens pour permettre la transformation de ces produits, que ce soit le riz, la tomate, d'autres produits maraîchers sur place pour permettre à nos populations d'en profiter. Et puis, les marchés alternatifs qui sont en train d'être envisagés aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la Chine. On a parlé également d'autres pays, le Ghana, on a parlé de pays européens. Est-ce que le marché, les productions béninoises aujourd'hui sont en mesure d'être exportées en l'état? Oui, il va falloir améliorer un peu la qualité parce que c'est des pays qui seraient certainement plus exigeants que le Nigeria. Déjà que c'est plus loin, oui, justement. Et que la putréfaction de la tomate, elle est rapide. Elle est rapide, c'est des produits qui sont difficilement conservables. Donc, je trouve qu'il va améliorer la qualité de la production, voir un peu comment faire pour que ce soit vraiment exportable, parce que c'est des pays qui sont rigoureux en termes de qualité. Donc, il va falloir réfléchir sur cet aspect-là également pour qu'on n'importe pas n'importe quoi. Parce que si vous êtes étiqueté par un pays comme la Chine, par exemple, c'est tout le monde qui vous voit et puis vos produits ne pourront être admis à être envoyés nulle part. Donc, je trouve qu'il faudrait que nous réfléchissions dans ce sens-là pour voir un peu comment trouver d'autres. C'est vrai que ça va nous revenir un peu plus cher par rapport à l'exportation, parce que le Nigeria, vous savez, on a la garantie, le bénéfice de la proximité. Oui, c'est un voisin à nous. Kilomètres, oui, même en voiture, on peut gérer et autres là. Mais là-bas, ce sera vraiment des moyens beaucoup plus lourds. Je me demande si ce sera rentable pour nos producteurs. Toujours est-il qu'il faudrait mettre du soin, commencer. Nous recevons ici au Bénin des fruits venant de pays très lointains, des pommes, on reçoit des ananas, des bananes. Ce sont quand même des marchandises, des produits également qui sont périssables, mais qui nous viennent de pays lointains. C'est des techniques qui ont été utilisées pour la conservation de ces produits. On peut importer ces techniques-là également, n'est-ce pas? Mais tout à fait. C'est pourquoi je dis qu'il y a quelque chose de malheur est bon. Quelque chose de malheur est bon dans la mesure où nous n'avons pas anticipé, nous n'avons pas vu venir le mal, le danger. D'accord? Maintenant, nous sommes face à ce mal-là. Et quand on est face au mal, on ne peut pas rester les bras croisés, on ne peut pas rester passif. Donc ça va nous obliger, ça va obliger l'État béninois, n'est-ce pas, à réfléchir à d'autres alternatives. C'est pourquoi nous devons saluer cette démarche du gouvernement, n'est-ce pas? Parce que c'est une question de responsabilité. Un État qui, face à une situation aussi grave, se tait ou ne songe pas à trouver des solutions, c'est un État irresponsable. Ce ne serait pas sérieux de la part de l'État béninois de se taire, de rester passif face aux peines, aux difficultés que rencontrent les producteurs, les maraîchers et autres. Là. Donc moi, je pense que la démarche est salutaire. Alors là, il est question, comme nous l'avons entendu, de trouver dans l'immédiat. Parce que nous avons parlé de transformation tout à l'heure, mais nous sommes déjà dans la situation difficile. Nous sommes face au mal. Donc nous n'allons pas, ce n'est pas évident qu'en une semaine, en 2 semaines, nous puissions avoir les moyens de transformer nos produits. Ça c'est clair. Vous êtes d'accord avec moi? Donc il est question de trouver des solutions immédiates, dans l'immédiat. Absolument, oui. Et justement, et de voir à moyen terme et à long terme, quelles solutions apporter à nos difficultés. Justement, ces solutions à court terme, lesquelles peuvent-elles être? Voilà les tomates qui pourrissent dans les champs ou qui sont dans les paniers en train de pourrir. Que faut-il faire immédiatement? Justement, le gouvernement ne détient pas la clé de cette solution-là où on n'a pas la potion magique qu'il faut pour régler tout. C'est pourquoi moi, je pense que ça devrait être décidé ou discuter. On devrait en discuter avec les acteurs même, ceux qui sont concernés. Et c'est ce que le gouvernement a fait en allant à la rencontre des acteurs.
Et il est dit qu'il faut dans l'immédiat trouver d'autres circuits de débouchés. Il faut trouver ça dans l'immédiat. Parce que les produits sont là, il y a non seulement la mévente, mais il y a des avaries et de lourdes pertes que les producteurs et les commerçants continuent de subir. Dans l'immédiat, vous avez parlé tout à l'heure du Ghana, on a parlé du Sénégal et puis d'autres débouchés. Il faut envisager ça dans l'immédiat, rechercher les voies et solutions. Donc le gouvernement doit rester ensemble avec les acteurs et trouver ces débouchés-là. Il ne s'agit pas d'un gouvernement qui va bomber le torse, la poitrine, pour se dire je suis plus fort et pour montrer au Nigeria que bon, même sans lui, nous pouvons tout faire. Non, il est question de discuter avec les acteurs, de rechercher les solutions immédiates, tout en continuant, en poursuivant les négociations, comme le fait si bien le président de la République, avec les responsables, les dirigeants nigériens. Voilà. Et vous, Gabin Goubiyi, vous voyez une solution immédiate pour les producteurs qui sont en train de perdre leur récolte? Bon, je trouve que c'est assez difficile. C'est assez difficile. Un produit comme la tomate qui est en train de pourrir, je me demande s'il y a vraiment une solution qui puisse rassurer. Toujours est-il qu'après la rencontre et les échanges que les ministres de l'Agriculture et du Commerce ont eu avec ces producteurs-là, ils parviendront à trouver des pistes. Et on souhaiterait que ce soit dans l'immédiat, tout simplement. Sinon, la seule solution qui peut-être va montrer que le gouvernement n'est pas resté insensible à la peine de ces producteurs-là, c'est de peut-être les aider un peu en leur donnant un peu d'argent. Pour les soulager, parce que là, franchement, vous voyez tous vos espoirs s'écrouler en un bout de temps par la faute des gouvernants dont on ne sait réellement pas ce qui s'est passé, parce que les raisons de cette crise-là, moi personnellement, je ne m'en sors toujours pas. On a parlé de raisons de sécurité au départ, après c'est des raisons on parle de la contrebande, puis, bref, on se perd en conjecture, absolument. Et maintenant, face à cette situation, face à cette fermeture de la frontière qui est au-delà du raisonnable, le président du Parlement de la CEDEAO est intervenu. Il a appelé le Nigeria à rouvrir les frontières. Est-ce que vous pensez que cette intervention du président du Parlement de la CEDEAO peut avoir un impact sur l'attitude du Nigeria? Oui, il ne pourrait en être autrement, parce que le Nigeria oublie, en procédant à cette fermeture unilatérale, il faut le préciser, de ses frontières, oublie qu'il fait partie d'un espace régional, en l'occurrence les membres de la CEDEAO, et qu'il y a des accords de libre-échange sur la circulation des personnes et des biens. Et cette fermeture intervient en totale violation de ces accords que le pays, le Nigeria, a régulièrement ratifiés. Même votre position de puissance économique de la sous-région, de l'Afrique de l'Est, ne l'autorise pas à agir ainsi. Même les raisons qui sont évoquées, s'il s'agit des problèmes de contrebande, tout ça, il y a plein de moyens pour discuter, on peut même initier des rencontres pour renégocier les termes de l'exportation des produits, tout et tout. Mais je trouve que cette solution que le Nigeria a trouvée en procédant à la fermeture est non seulement disproportionnée, mais elle est totalement bancale. Et je ne sache pas que le Nigeria soit dans l'optique de tenir tête à la CEDEAO, même si depuis 72 heures où les injonctions idoines ont été faites au Nigeria, on continue encore de parler de fermeture, alors que cela ne devrait plus être le cas, à mon avis. Alors justement, la CEDEAO, le Parlement de la CEDEAO n'a pas forcément autorité sur le gouvernement du Nigeria. Est-ce que vous pensez qu'il y a comme un bras de fer qui naît là entre une institution internationale et un État qui en est membre? Moi, je ne considère pas ça comme un bras de fer. Je considère simplement comme une désobéissance. Excusez-moi si le thème est trop fort, c'est de l'irresponsabilité. Excusez-moi, je pèse bien mes mots, parce que vous ratifiez, vous l'avez dit tout à l'heure, des accords. Il a parlé tout à l'heure du protocole de la libre circulation des personnes et des biens. C'est clair aujourd'hui, il est démontré que le Nigeria a ratifié tous ces accords-là. Absolument, le Nigeria fait partie ça des vous pays engage. À partir du moment où vous signez ces accords-là, ces conventions-là, ça vous engage. Vous êtes parti et vous devrez, normalement, en État responsable, respecter ce que vous avez signé. Mais si nous parlons de démocratie, nous-mêmes, États africains, puisque le président du Parlement de la CEDEAO l'a dit, qu'à l'étape actuelle, le contexte dans lequel nous sommes actuellement, normalement, les États africains doivent être solidaires.
n'est-ce pas, et agir dans le sens pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de barrières. Justement, on est à la veille de la mise en place de la ZLEC, la zone de libre-échange économique africaine. Et voilà un État comme le Nigeria. Voyez-vous, le Nigeria, quand même, en Afrique ici, mais doit servir de modèle, de le bon exemple. Mais voilà le Nigeria qui, se comporte, les dirigeants nigériens se comportent comme s'ils n'ont rien à foutre. Ils bafouent librement. On ne va pas être trop sévère avec eux non plus. Auxquels eux-mêmes, ils se sont engagés. Les États sont souverains, ils peuvent, en dépit de ce qui est clair, James William Gbagidi, vous constatez avec moi que malgré les injonctions, malgré la réaction du Parlement de la CEDEAO, justement, on parlerait peut-être pas forcément d'injonction. Même si on ne peut pas parler d'injonction, les faits sont là, que le président du Parlement a demandé la réouverture des frontières, ce qui n'a pas été fait. En tout cas, il y a certainement peut-être encore une démarche. On a comme une volonté de maintenir la pression, de maintenir les frontières fermées. Et au-delà même du président du Parlement de la CEDEAO, il y a des autorités locales, des autorités traditionnelles qui, du côté béninois, ont donné de la voix. C'est le Haut Conseil des rois du Bénin et ils se sont réunis pour proposer des pistes et notamment l'intervention des rois du Nigeria parce que justement, eux aussi pensent que du côté du Nigeria, les populations riveraines, et ils ont constaté les populations riveraines subissent de plein fouet, elles aussi, la fermeture de la frontière. Et donc, est-ce que vous pensez que là où les discussions entre États continuent de tergiverser, là où l'intervention du président de la CEDEAO n'a pas encore donné de résultats, est-ce que vous pensez que l'apport ou l'intervention des chefs traditionnels que sont les rois peut avoir un impact? Oui, absolument. Je ne vais pas rester pessimiste. Vous savez, les rois au Nigeria sont très considérés. C'est des personnes dont les voix sont très entendues par les autorités. Et leur intervention pourrait permettre, pourquoi pas, de régler la chose. Vous savez, nous sommes des pays frères. Et moi, je trouve que, je dis une fois encore que cette mesure que le Nigeria a unilatéralement prise là, est totalement disproportionnée. Nous ne sommes pas dans une situation de guerre, il n'y a pas de crise entre le Bénin et le Nigeria, à ce que je sache, du moins de façon officielle. Et sur un coup de tête, on se permet de fermer les frontières, de bloquer les choses. Les rois, ils sont avec les sujets, ils vivent avec les populations. Eux aussi, ils entendent les cris de détresse de ces populations-là. Vous voyez la flambée du prix du carburant, par exemple, c'est des effets de cette fermeture-là. Et donc, chacun doit se sentir concerné. Et je trouve que cette démarche des rois du Bénin-là est tout à fait salutaire. Parce que c'est toute une importante population du Bénin qui vit des relations qu'il y a entre le Bénin, justement, et le Nigeria. Et de l'autre côté aussi, ils ont d'énormes problèmes, il ne faut pas se voiler la face. Ce n'est pas parce qu'ils ont une puissance économique plus grande, ils ont beaucoup plus de marge de manœuvre au plan économique plus large que nous, qu'ils ne vont pas subir ces effets-là. La preuve, au marché, le Bénin est l'une des destinations ou bien l'un des clients privilégiés en matière de textile, par exemple. Et les données économiques l'ont démontré en matière de textile au Nigeria. Donc aujourd'hui, les femmes également se plaignent de ce qu'il y a méventes généralisées, tout ça. Les effets sont des deux côtés. Et le mieux, c'est de s'asseoir à une table de négociation. S'il faut renégocier les thèmes de l'échange et de la circulation des biens entre ces deux pays-là, pourquoi pas ne pas le faire? Plutôt que de continuer à se réjouir des effets de cette fermeture, c'est vrai également que l'opérateur économique Aliko Dangote ait donné de la voix par rapport à cette affaire, même si, par ailleurs, certains le suspectent d'être à l'origine de cette fermeture. Bon, nous n'allons pas faire le débat ici. Toujours est-il qu'on souhaite que la situation revienne à la normale. Oui, pour en revenir à nos rois, à nos chefs traditionnels, ce sont eux qui, aujourd'hui, semblent constituer un des derniers recours, avant peut-être l'intervention d'autres instances qui pourraient faire débloquer la situation. Vous pensez que les chefs traditionnels ont la capacité de déverrouiller la frontière? Ils peuvent beaucoup. Ils peuvent beaucoup et cette démarche, on doit la saluer et souhaiter que ça puisse aboutir. Vous savez que c'est des personnalités morales. Et comme l'a souligné Gabin tout à l'heure, elles ont beaucoup d'influence. Beaucoup d'influence au Nigeria là-bas. Donc, ces têtes couronnées-là sont très écoutées. Très écoutées. Donc, je ne pense pas que c'est pour aller imposer
leur volonté au gouvernement nigérian, mais c'est pour plaider la bonne cause. Vous le savez, comme il a souligné tout à l'heure, les impacts négatifs se font sentir aussi bien au Bénin qu'au Nigeria. Il y a par exemple la communauté nigériane vivant au Bénin ici, les Ibo et ceux qui vendent la friperie, n'est-ce pas, qui ont élevé leur voix pour demander que vraiment que les autorités déjà puissent mettre de l'eau. Ils sont nigériens. Ils ont demandé à leurs autorités... Ceux qui vendent des pièces détachées également de mettre de l'eau dans leur vin et de comprendre qu'eux-mêmes, ils sont nigériens au Bénin ici et qu'ils subissent les contre-coups, les effets négatifs de cette mesure-là. Donc je crois qu'il revient quand même aux dirigeants, quelle que soit leur force, quelle que soit leur puissance, n'est-ce pas? Ils doivent faire preuve de retenue, d'humilité et écouter quand même toutes ces voix-là, tous ces cris de détresse qui les appellent au dialogue et à l'ouverture. Il le faut. Absolument. Merci donc pour votre intervention sur ce sujet-là. Nous parlons maintenant de l'effectivité de la rentrée scolaire. Nous en parlions déjà les semaines antérieures, les préparatifs jusqu'à la rentrée. Maintenant, la rentrée, elle est là. Vous l'avez vu, nos enfants, nos petits frères et même nos aînés reprendre le chemin de l'école dans le démarrage de cette rentrée, la saison pluvieuse et puis tout ça. Comment avez-vous vu la rentrée commencer, Gabin Goubi? Oui, il faut déjà se réjouir de l'effectivité de la rentrée et se féliciter. Il y a 100 heures. 100 heures dans les syndicalistes. Oui, tout est normal. Les élèves, ça a bien repris. Les tournées qu'ont effectuées les ministres des enseignements maternels et primaires, ils sont homologues de l'enseignement secondaire, ont révélé que la rentrée s'est effectivement bien amorcée. Les écoles, ça fonctionne normalement, les cours ont déjà repris. Et puis, il faut se réjouir des mesures que le gouvernement a prises afin que tout soit fait, tout se passe normalement. Moi, je trouve que ce gouvernement-là a marqué un gros point sur ce plan, parce qu'on le sait souvent, dans un passé encore plus récent, les réouvertures, c'est-à-dire les rentrées étaient hypothéquées. On parlait des questions de primes, des questions de telles... c'est tout un chapelet de revendications qu'on soumet au gouvernement. Mais j'ai salué cette logique d'anticiper, cette volonté, n'est-ce pas, de prévenir les conflits éventuels qui pourraient survenir. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est une très bonne chose que nos élèves ont repris. Et on va souhaiter que tout au long de l'année, comme le président de la République l'a laissé également sur l'une de ses pages en début de semaine, que l'année scolaire se déroule sans heurts et sans complications. C'est heureux que le gouvernement ait pris ces mesures-là pour régler les questions de primes de rentrée, les questions d'affectation, de mutation des directeurs. Chacun sait à quoi s'en tenir. Et c'est très bon, c'est un bon signe pour les parents. Et vous, comment avez-vous perçu l'état dans lequel l'école béninoise a rouvert ses portes cette année 2019-2020? C'est rassurant. C'est rassurant dans la mesure où, James William Bagidi, c'est les acteurs eux-mêmes qui ont parlé, qui ont fait des témoignages, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas là pour, comment dirais-je, faire l'éloge de tout et pour dire que tout est bon, tout est parfait. Mais si les acteurs eux-mêmes, notamment les syndicats, parce que la question est là, les années antérieures, il y a quelques années, vous voyez tout le bruit, les inquiétudes des parents d'élèves, c'est les grèves, les perturbations qui, au cours de l'année, empêchent le bon fonctionnement des activités dans les établissements scolaires. Est-ce la raison pour laquelle les parents d'élèves n'ont plus beaucoup de crainte quand ils mettent leurs enfants dans les écoles publiques, alors que par le passé, c'était pas du tout, il n'en est pas question, parce qu'on pense que l'année sera perlée de grève et puis les élèves ne seront pas bien formés. Maintenant, on constate que les publics ont de nouveau la côte. Les publics ont non seulement de nouveau la côte, mais les publics sont débordés. C'est normal. Les publics sont débordés. Si vous faites un tour sur le terrain, l'effectif c'est pléthorique partout parce que tout le monde veut amener les enfants au public. Parce que les résultats des 2 dernières années, c'est rassurant. C'est rassurant, voyez-vous, le certificat d'études primaires, le BPC, le bac. Parce que ce n'est pas des chiffres, comment dirais-je, astronomiques. Ce n'est pas des chiffres astronomiques qui nous ont été donnés. Ce n'est pas politique. Ce n'est pas pour du populisme, ce n'est pas pour préparer le terrain pour de futures élections, mais c'est sur la base des actions, des efforts du gouvernement, il faut l'avouer. Parce que c'est ici, nous l'avons dit, pour dire un gouvernement qui ne sait pas anticiper, un gouvernement qui ne sait pas être à l'écoute de ses partenaires sociaux, il est normal qu'il y ait des perturbations, qu'il y ait des grèves. Si aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des dispositifs
qui ont été mises en place, il y a les lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale et qui ne permettent plus ces grèves anarchiques et politiques que nous voyons. C'est vrai, il y a ça. Mais non, les syndicats ont reconnu que c'est parce que le gouvernement a joué sa partition. Ils l'ont dit. L'anticipation d'abord, comme Gabin vient de le souligner, un gouvernement qui n'attend plus la crise, n'est-ce pas, les conflits, les problèmes sur le terrain avant d'aller négocier. Le gouvernement, le sens d'anticipation du chef de l'État et de tout son gouvernement, il faut le dire, qui se disent qu'il faut, avant la rentrée, bien avant là, mettre sur place, sur pied, les instances nécessaires où là, on dialogue, on négocie, on écoute les partenaires, on écoute leurs problèmes et on réfléchit aux solutions à apporter. C'est ce qui a été fait. Ensuite, en dehors de l'anticipation, je crois que les syndicalistes l'ont dit de vive voix pour dire que le minimum a été fait par le gouvernement pour une rentrée effective et apaisée. Ils ont dit que le minimum a été fait. Parce que le dire et ne pas le faire, c'est ça qui entraîne les frustrations, c'est ça qui entraîne les conflits. Gabé vient de parler tout à l'heure des primes de rentrée et autres avantages dont les anciens doivent bénéficier. Tout cela, on en a parlé. On a parlé des subventions aux établissements scolaires, les dispositions, le calendrier scolaire, n'est-ce pas, les journées pédagogiques, les journées de réflexion, tout cela en prélude à la rentrée. Je crois que de bonnes dispositions ont été prises et les syndicats ont insisté, surtout parce que j'ai entendu un responsable syndical dire aujourd'hui qu'ils approuvent très bien l'approche participative, sociale dont fait plus le gouvernement dans les négociations. Et en parlant de social, les cantines scolaires dans les écoles pilotes, je ne devrais même plus parler d'écoles pilotes, mais dans les écoles où il y en a, ont ouvert leurs portes immédiatement à l'occasion de la rentrée scolaire, alors qu'on n'était pas persuadé que tous les enfants seraient déjà à l'école. C'est quand même là aussi un élément à saluer. Tout à fait, tout à fait. Vous savez que c'est des mesures que le gouvernement prend pour mettre les élèves et écoliers, nos apprenants en général, dans de très bonnes conditions. La mesure est à saluer. Si on est parvenu à obtenir des résultats assez encourageants, assez élogieux, à l'issue de l'année scolaire dernière, ce n'est pas pour rien. C'est dû non seulement à la stabilité qu'a connue l'année scolaire, mais également et surtout à l'ensemble de ces mesures-là. Vous savez, les enseignants aussi sont surveillés comme du lait sur le feu. Il y a de la motivation, les formations, les journées pédagogiques s'organisent très régulièrement pour les mettre à nouveau, pour poser les problèmes. Tout ça, c'est le fruit d'un aboutissement. Et là, un parent qui, à la fin de l'année, a son élève, voit un taux de 100% pour l'ensemble des élèves qu'il a inscrits dans les écoles primaires, tout ça, c'est un regain de satisfaction. C'est avec une très grande joie. Et je trouve que l'ouverture des cantines participe de ces mesures que le gouvernement a mises en place pour mettre les élèves dans de très bonnes conditions d'études, ce qui leur permet, n'est-ce pas, de donner le meilleur d'eux-mêmes et de meilleurs résultats en fin d'année. Est-ce que les cantines ne sont pas aussi utilisées un peu comme, je dirais, un bon appât pour retenir les enfants à l'école, notamment dans les zones reculées, où le simple fait d'obtenir un repas par jour ou deux pour certains enfants était difficile? Et pour les encourager à aller à l'école, on a mis les cantines scolaires en place. Tout à fait. Vous savez, la déscolarisation, nous devons combattre cela. Parce que si nous aspirons, nous prônons un État de droit, un État démocratique, je crois que c'est un droit pour les parents et leurs enfants, n'est-ce pas, de pouvoir éduquer les enfants. Et c'est de la responsabilité de l'État. C'est vrai que les parents, c'est leur devoir également, ils ont leur part de responsabilité, mais la plus grande responsabilité incombe à l'État, qui doit mettre en place les conditions nécessaires pour favoriser la scolarisation des enfants. La scolarisation des filles, voyez-vous, tout ce que l'État a pris comme mesure pour exonérer les frais de scolarisation des filles. Alors que par le passé, il y a longtemps, il y a des familles qui n'envoient pas leurs enfants à l'école parce qu'ils n'ont pas les moyens. Surtout les filles. Surtout les filles. Vous avez parlé par exemple de la cantine. Parce que certains parents n'ont pas les moyens d'assurer les besoins alimentaires des enfants pendant toute une journée. Alors, ils s'abstiennent d'envoyer les enfants à l'école. Ils préfèrent carrément les envoyer dans les champs ou faire d'autres activités. Je crois que c'est bien de la part d'un État responsable et du gouvernement de pouvoir songer à cela. Je ne le dis pas pour dire que la cantine, c'est une nouveauté, c'est inventé par le gouvernement actuel. Non, non. Le programme de la cantine, ça a commencé avec d'autres gouvernements. Mais l'État est une continuité et ceux qui sont là actuellement sont en train de parfaire ce que les autres ont commencé, surtout avec notre partenaire
privilégié qui est le PALM, le programme alimentaire mondial, qui déjà sur le terrain s'évertue pour que toutes les conditions soient mises en place, tout le dispositif soit mis en place pour que cette cantine-là soit une réalité dans toutes les écoles au cours de cette année scolaire. Parlons à présent des sanctions qui ont été infligées à certains directeurs d'école parce que leurs écoles n'ont pas pu obtenir des chiffres reluisants à l'occasion des examens. Je dirais qu'ils ont obtenu des chiffres catastrophiques, 0% aux examens. Ils ont été déchargés de leurs fonctions et leur nom a été même publié. Est-ce que vous pensez que la sanction, elle était raisonnable ou bien elle était disproportionnée? Non, c'est tout à fait normal. Vous savez, dans les années antérieures, le gouvernement a commencé à appliquer ça. Pour certains établissements, on ne peut pas imaginer qu'une école qui est encadrée et des apprenants, des élèves, des écoliers pendant toute une année, pendant 9 mois, puissent parvenir à obtenir 0% à un examen. Est-ce la faute des enseignants ou bien la faute du directeur ou bien c'est la faute des élèves? L'élève, on ne dira pas. Un enseignant qui a au thème de l'année à 0% à l'examen ne peut pas se dire que bon, moi j'ai fait de mon travail, il appartiendra aux élèves. Non, c'est du résultat des élèves, de ces apprenants qu'on pourra l'apprécier. C'est à travers le résultat qu'il obtient en classe qu'on pourra mieux l'apprécier. La preuve aussi, l'enseignant doit être évalué. Il n'est jamais évalué en dehors, en situation. Il est souvent évalué en situation de classe, devant ses apprenants, devant ses élèves. Ça dépend de comment, si ta pédagogie n'a pas marché, n'attendez-vous pas de... La dernière évaluation a eu lieu sur feuille. Oui, bon, ça là... Oui, ça c'était pour régler un problème. C'était une évaluation spéciale. C'était spécial, ça, il faut l'avouer, c'était spécial. Ce n'est pas... Parce que c'est à l'occasion d'un concours d'entrée à la fonction publique qu'on évalue l'enseignant. Enfin, l'aspirant au métier d'enseignant ainsi. Mais ce qui est arrivé récemment, c'était pour régler un problème d'un certain nombre de reversés dans les années 2008. L'État voulait comprendre en réalité qu'est-ce qui se passe au niveau de nos écoles, qui sont ceux-là qui ne sont pas en mesure de donner le meilleur d'eux-mêmes pour qu'on a ces résultats-là. Et la mesure dont vous avez parlé, la sanction dont sont frappés les directeurs d'établissements qui n'ont pas eu de bons résultats, participent des mesures que le gouvernement est en train de prendre pour relever le niveau de l'école. Parce que celui qui est là-bas se dit, attention, parce qu'il y a nommé directeur, c'est une promotion. Celui qui va venir après votre limogeage, après votre remerciement, va se dire, moi, je suis astreint à une obligation de résultat pour ne pas subir le même sort que vous. Et je pense que c'est des mesures qui sont tout à fait responsables, qui viennent d'un État qui a le souci d'améliorer le niveau de l'école. Comment faire quand on est directeur d'école, quand on est enseignant, pour avoir des bons résultats aux examens et ne pas perdre ses fonctions? Il faut d'abord, avoir la conscience de son travail et être compétent. J'insiste sur la conscience d'abord parce que pendant longtemps, excusez-moi, nous avons vu des chefs d'établissement paresseux, fainéants, laxistes et négligents. Ah, vous êtes sévère. Voilà, laxistes et négligents. Parce que vous êtes là pour un travail, vous devez le faire avec dévouement, avec compétence. Vous n'allez pas étudier à la place des élèves. Voilà, on ne va pas là-bas pour dormir sur ses lauriers. Vous n'allez quand même pas étudier à la place des élèves. Vous n'allez pas étudier à la place des élèves. Faites votre travail, jouez votre partition et vous aurez des comptes à demander par la suite aux élèves. Faites bien le travail. Mais est-ce qu'on a le sentiment aujourd'hui, dans les établissements où on obtient des taux d'admissibilité zéro, que, bon, les directeurs peuvent être dédouanés, on peut leur trouver les excuses à tout point de vue, ce n'est pas leur faute, c'est les élèves fainéants, c'est les élèves qui ont un niveau bas. Ils n'ont pas de responsabilité. Gabin Goubi, conscient du fait que les établissements, les années antérieures, les établissements dont les directeurs, donc qui ont connu des taux de succès zéro aux examens, leurs directeurs ont été déçus de leurs fonctions. Est-ce que les enseignants ou les directeurs qui en sont encore arrivés là cette année n'ont quand même pas subi une situation qui leur est, je vais dire, étrangère ou dont ils n'ont pas pu gérer les tenants et aboutissants? Parce que je connais la sanction qui risque de tomber sur moi. J'ai pris toutes les dispositions pour ne pas en arriver là. Mais malheureusement, on peut tomber sur une promotion, pardon de dire le mot, mais de cancre. Et là, on paie les conséquences à la place de ces élèves-là. Mais justement, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait un peu mal. Nous sommes tous des humains. Ça fait mal. Nous n'allons pas nous réjouir du fait que des directeurs ont été sanctionnés, ont été limogés. Non, nous n'allons pas nous réjouir sur ça. Ça fait mal. Mais si on doit toujours s'apitoyer sur le sort des directeurs d'établissements qui obtiennent des taux d'admissibilité zéro, et chaque année, ces établissements disent, bon, d'accord, par pitié,
Donc, il faut comprendre que, bon, ce n'est pas leur faute, il faut continuer comme ça. Non, l'État aussi, c'est la rigueur. Et je pense qu'avant la rigueur, il y a eu, comment dirais, des séances de sensibilisation. Un État, ce ne sont pas dans un État gendarme, État policier, où on se lève un beau matin, on prend des mesures et puis on sanctionne. N'est-ce pas? Ils ont été prévenus. Il y a eu des séances de sensibilisation pour leur dire, il y a des pratiques qui ont eu droit de citer dans ce pays. Il faut que maintenant nous arrêtions ça. C'est ça aussi les réformes. Les réformes nécessitent des sacrifices, mais il faut également la rigueur et le suivi. Alors, à partir du moment où il y a eu les séances de sensibilisation et ces enseignants, ces responsables d'établissement sont avertis que désormais, l'État ne laissera plus un chef d'établissement aller dormir, à ne pas travailler et obtenir, comment dirais-je, comme il le veut, des taux d'administration, se plaire encore à demeurer chef d'établissement ou directeur. À partir de ce moment-là, chacun prend ses dispositions. Que faut-il faire quand on est chef d'établissement? Quand on a affaire en début d'année, on constate déjà, peut-être faire un petit test, et on constate que les élèves de cette année risquent de donner un taux zéro. Faut-il démissionner déjà dès le départ? Oh non, je vois là que vous êtes en train de caricaturer la chose. Un directeur, il est appelé, un enseignant est appelé à éduquer, à enseigner. Il doit plutôt prendre ça pour un défi. Il doit se dire peut-être contrairement à ce qui pourrait advenir dans une classe ou dans une école où les élèves ont plus ou moins le niveau, je dois mieux me donner cette année, je dois relever ce défi-là pour permettre d'avoir un bon niveau. Et puis, par rapport à ce que vous avez dit, je trouve que c'est trop facile de dire aujourd'hui que les directeurs qui sont déchargés là ont hérité d'une situation d'élèves qui n'ont pas le niveau requis d'élèves cancres, vous l'avez souligné en griffe. Je trouve que c'est trop facile de se dédouaner ainsi, étant donné que ce n'est pas les mêmes établissements dont les directeurs ont été déchargés de leur fonction l'année passée qui sont revenus. Il y a une autre liste. Donc, c'est vrai que dans une classe, on ne peut pas, c'est même matériellement impossible que tous les élèves aient le même niveau, qu'ils soient tous excellents. Mais on parle de 0% ici. Et vous voyez, 0%, ça fait une très mauvaise publicité, et pour l'établissement, et pour le premier responsable, qui en l'occurrence est le directeur. Si le directeur subit des pressions du sommet, il doit le répercuter sur les enseignants qui sont là. C'est publicité pour l'enseignement public en général. Tout à fait, ça ne s'entend pas. Sans oublier les préjudices que ça porte aux parents d'élèves. Absolument. Parce qu'après tout, c'est des investissements. Très bien, il ne nous reste que 5 minutes. Ouais, voilà. Et nous ne pouvons pas ne pas parler, en dépit du fait que la presse n'a pas pu l'aborder, nous ne pouvons pas ne pas parler de l'attribution du récépissé provisoire des instances au parti Force Corée pour un Bénin émergent. Avez-vous été surpris par la nouvelle, Logique Gandaro? Moi, je n'ai pas été surpris parce que j'ai constaté un pouvoir, un gouvernement qui est resté dans la logique du dialogue, n'est-ce pas? Dans la logique des discussions, des négociations et du respect des engagements qui ont été pris. Parce que n'oubliez pas qu'il y a quelques mois, le président de la République, après la situation tumultueuse que nous avons vécue lors des dernières législatives, le président de la République qui est à l'écoute, n'est-ce pas, des acteurs politiques, des acteurs de la société civile et de ses pairs des institutions de la sous-région, a une énième fois rencontré ceux qui sont concernés, les acteurs politiques, ceux qui ont eu des difficultés pendant les dernières élections. Alors là, nous devons saluer l'esprit d'ouverture de certains partis politiques qui ont accepté, parce qu'il est question de les aider maintenant à se mettre à jour vis-à-vis des tests en vigueur pour avoir leur certificat de conformité. Et nous devons, n'est-ce pas, remercier l'esprit d'ouverture de certains partis politiques, d'ailleurs les FCBE, qui l'ont fait. Mais n'oubliez pas qu'il y a d'autres partis politiques qui ont refusé, qui ont continué par pratiquer la politique de la chaise vide. Je crois que c'est ce processus-là qui a évolué et qui est en train, n'est-ce pas, d'aboutir au récépissé provisoire dont vous avez parlé. Absolument. Ce n'est pas encore une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas encore le récépissé définitif, mais c'est déjà le plus grand pas. Comment les forces Corée pour un Bénin émergent ont-ils pu arriver à obtenir ce précieux sésame, alors même qu'il y a quelques semaines encore, après la rencontre avec le chef de l'État, il semblait être évident qu'ils n'allaient pas mettre en place, en œuvre les recommandations qui leur ont été faites? Non, c'est simple. Ils sont revenus à de meilleurs sentiments. Ils ont dû mener des réflexions en leur sein. Ils ont trouvé que la meilleure posture à adopter, c'était simplement de se conformer à ce qui est là. Parce qu'un parti qui n'a pas un récépissé, qui n'a pas la pièce, le sésame qui
formalise son existence juridique, qui constate, ne peut pas animer la vie politique. Moi, je trouve que même ceux-là qui se mettent aujourd'hui au devant de la scène pour parler de l'actualité, alors même qu'ils ne sont pas régulièrement constitués en parti politique, au nom, c'est-à-dire au thème de la nouvelle charte des partis politiques, ne doivent même pas parler de la politique aujourd'hui. Vous savez, moi, je félicite beaucoup le FCBE pour s'être conformé aux recommandations du ministère de l'Intérieur et également pour avoir tenu de nouvelles assises pour obtenir ce récépissé-là. Parce qu'ils ont évité là de justesse un piège que leur tendait une certaine classe politique dite de l'opposition qui est dans une logique de pourrissement, c'est-à-dire on veut aller jusqu'aux boutistes qui ne veulent pas, parce que là, Les forces Corée faisaient partie de ces forces politiques qui refusaient d'aller au dialogue à son temps. Oui, mais ils ont compris par la suite que leur intérêt était si vous voulez animer la vie politique, vous devez déjà avoir un statut juridique qui constate que vous existez légalement. Donc, ce n'est pas s'organiser au sein d'une opposition où vous n'avez pas vos intérêts. Les gens ne partagent pas forcément les mêmes visions que vous. Il y en a qui sont de véritables va-t-en-guerre, des jusqu'au boutistes, comme je l'ai dit, qui veulent pourrir l'image de notre démocratie. Et je trouve aujourd'hui que c'est une grande évolution dans cette crise qu'il y a au niveau de la classe politique. La FCBE, c'est votre dernier mot. Oui, la FCBE qui vient d'obtenir leur récépissé provisoire, qui, à terme, nous le souhaitons et le suggérons vivement, à terme va aboutir à la délivrance de leur certificat de conformité, seront rangés. Définitif. Oui, le certificat définitif seront reconnus également comme les partis politiques régulièrement constitués au Bénin et pourront participer aux prochaines élections électorales. Et on ne fera plus le procès au gouvernement d'avoir délibérément choisi d'écarter les opposants et autres là, tout ça. Je crois qu'on est en train d'avancer sur le plan de la démocratie. Alors, au-delà de la paix, du moins de ce pas vers la paix que vous avez salué, quelles conséquences cela peut avoir sur la redistribution de la classe, de l'échiquier politique à l'occasion des élections à venir? FCBE est un parti d'opposition qui rentre dans le jeu. Les forces de la mouvance qui ont pris 100% des sièges à l'occasion des législatives dernières doivent s'inquiéter. Bon, ce n'est pas s'inquiéter qui est le problème. Il faut travailler. Il faut travailler et il faut jouer son rôle. Parce que nous avons dit ici pendant longtemps que le rôle des partis, c'est l'animation de la vie politique. Et les partis ne l'ont pas toujours fait. Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui qu'une réforme a été enclenchée et qui est en train de mettre fin à la pagaille à laquelle nous avons assisté pendant longtemps, où des partis ou des clubs électoraux se réveillent à la veille des élections, n'est-ce pas? Tout juste, c'est des opportunistes politiques qui se réveillent simplement pour agiter ou pour faire beaucoup de bruit et pour se faire voir dans l'intention de se faire une place auprès du gagnant, au gouvernement ou ailleurs. Ce ne serait plus ça. Ce serait qu'il faut mettre en place de véritables partis politiques qui jouent leur rôle. C'est pourquoi je dis, la conséquence, c'est que chacun aura désormais conscience de son rôle de parti politique à jouer. C'est parce qu'il s'agit pour chaque parti de conquérir le pouvoir et de l'exercer. Et ça ne va plus tomber du ciel, ce ne serait pas un cadeau du ciel. Chaque parti doit véritablement jouer son rôle. Donc il faut que l'opposition, parce que vous avez parlé du pouvoir, le pouvoir déjà est en bonne posture. Vous avez parlé des législatives, ils ont pu prendre la bonne place, ils sont mieux lotis. Ce n'est pas une fait en soi, ils doivent continuer par travailler, mais ça doit désormais faire prendre l'opposition et certains partis de l'opposition, comme il a dit, des jusqu'au-boutistes ou des extrémistes, qui pensent qu'il faut demeurer d'éternels contestataires, qu'il faut toujours faire du bruit et agiter le paysage politique. Ils doivent se dire que la démocratie et la bonne santé de la démocratie dépend également, n'est-ce pas, des forces de l'opposition qui doivent jouer leur rôle. Absolument, et c'est pour cette raison que nous ne pouvons que nous réjouir de ce que les partis politiques d'opposition, en tout cas au moins les forces Corée-Bénin émergents et peut-être les autres par la suite, réussiront à obtenir leur récépissé définitif. Ce sera sur ce sujet-là, mes chers invités, merci infiniment que nous allons mettre un terme à cette émission. Il vous était donc ici pour analyser l'actualité de la semaine avec nous. Il s'agit de Euloge Gandaro, vous êtes directeur de publication du Grand Matin. Merci encore d'avoir pris part à cette émission. En face de vous, Gabin Goubi, merci infiniment, journaliste au quotidien Les Pharaons. Merci. Votre émission Club Média 7 de ce jour est à présent terminée. Rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle édition.